Un premier poème qui s'appelle Le Jardin d'Éden. Une colombe arc-en-ciel dans un système solidaire. Une belle famille humaine en guise de sens et d'air. De la haine au je t'aime, deux mondes qui s'entremêlent. Entre monts et merveilles, ils s'envolent sur ses ailes. À vos âmes citoyennes, imagine, j'ai un rêve. Dans le jardin d'Éden, Adam, Allah et Ève. En conscience mutuelle, si chacun se tolère d'un élan fraternel, la paix sera sur terre. Vivre ensemble et sagesse, au nom de la jeunesse. Respectons chaque espèce, la vie est une richesse. Tes vers tueux d'éveil, les fleurs montent à la tête. Si l'histoire se répète, peut-être pas la planète. Notre destin commun est un chemin humain. La terre, notre jardin, l'amour, notre parfum. Unis main dans la main, nous tisserons des liens, alors coécrivons demain pour enfin ne faire qu'un. Bienvenue à tous dans cette belle soirée sur le pouvoir des mots et des rêves pour imaginer et coécrire l'avenir. Alors on a un splendide panel qui est là et Sophie Peters, animatrice sur Europe 1, qui fait son entrée en scène. Merci bien. Alors, le premier intervenant qui est là, on a alors Malek Boukherchi, qui est un conteur sublime que vous allez découvrir ce soir, également ultra-marathonien, entre l'Arctique et l'Antarctique, je pense à la recherche de l'Atlantide quelque part, avec des contes de mille et une nuits. Nous avons Jean-Pierre Gou. Nous avons Jean-Pierre Gou, qui est l'auteur du roman, qui est un thriller visionnaire écologique, Le siècle bleu, et de l'application qui donne le goût de l'overview effect, qui est normalement réservé aux astronautes et qui le démocratise aujourd'hui, qui s'appelle Blue Turn, et son livre Le siècle bleu. Le bleu, pour info, c'est la couleur de l'harmonie, et je suis très content que justement on aille justement dans cette direction d'un cap vers ce mot-là, qui est pour moi mon mot préféré, parce que je pense que c'est le mot essentiel pour l'avenir de l'humanité, à la fois l'harmonie à l'intérieur de soi, avec les autres, avec la nature, avec les religions, dans les organisations, voire d'autres galaxies. Sophie Peters, qui est animatrice et thérapeute sur Europe 1. On a eu l'occasion de partager une soirée à la Nuit de l'Optimisme il y a quelques temps, et qui est une amoureuse des mots, et justement les mots qui apaisent, pour le coup. Elle a une libre antenne sur Europe 1, c'est une libre antenne où on parle de l'amour, et je pense que c'est une libre anti-haine aussi, quelque part. Et Antoine Brachet, qui a deux facettes à sa personnalité, l'une est virtuelle, l'autre réelle. Il va sous l'avatar de Julien Le Tailleur, qui était un ancien candidat virtuel aux élections présidentielles, pour passer de cet anaphore de « moi président » à « nous résidents du monde de demain ». Et également l'organisateur des soirées Bright Mirror avec Blue Nove pour coécrire le monde de demain également à travers toute forme de littérature, de nouvelles et de romans. Et on aura également deux autres intervenants, Mathieu Baudin qui est le directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables et Élise Nebou qui est la directrice de l'association Les Mots. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est justement sur ce pouvoir des mots. En quoi est-ce que vous pensez qu'il y a un nouveau récit, un nouveau narratif, que ce soit via un roman, des nouvelles, des contes, de la poésie, en quoi en fait un nouveau récit est essentiel pour l'avenir de l'humanité et pour coécrire ou écrire en l'occurrence le monde de demain, qu'est-ce qui fait qu'en fait ça va passer par les mots? Les mots sont un monde de merveille. Comment est-ce qu'on peut donner cette notion de réenchantement, de passage à l'action, d'inspiration à travers les mots, parce qu'on dit souvent que les mots précèdent la réalité. Alors je tiens à dire qu'aucun n'a eu les questions en préalable, justement pour qu'ils puissent être dans le flot de leurs réponses, donc vous êtes libres de répondre l'un ou les autres. Je peux donner... En fait, il y a deux choses. Il y a les mots et les récits. Les mots, c'est une façon de décrire le monde, et l'appauvrissement du langage et l'appauvrissement de la poésie en général, je pense que c'est le phénomène le plus grave dans notre société aujourd'hui. Et que la protection de la poésie et des mots qui permettent d'exprimer de façon poétique notre rapport avec le monde, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Il n'y a pas que les mots, il y a aussi le rapport sensible par les sens avec le monde, le regard, l'ouïe, se connecter à la nature, se connecter aux gens, aux énergies des autres. Mais en tout cas, si on n'a pas les mots pour exprimer ces choses-là, cet appauvrissement est dramatique. Et il y avait un livre qui s'appelait La Grande Implosion, qui racontait comment le monde s'effondrait. C'était bien avant Plabo-Servigne, etc. Et l'élément
déclencheur de cet effondrement, c'était la disparition de la poésie, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument fondamental de garder, parce que si on a un langage poétique avec des vibrations, et les mots c'est beaucoup de vibrations, ça crée des liens, et les liens c'est ce qui est le plus important pour tenir une société. Après il y a la question du récit, qui est d'agencer des mots pour en fait jeter un pont vers l'avenir. Et là aussi, il y a une crise actuelle, donc il y a une crise poétique, mais il y a une crise narrative sur raconter le monde de demain. C'est ce qu'on va faire un peu ce soir, parce que le demain, ça fait peur, quoi. Et si on raconte demain uniquement en extrapolation de tous les faits noirs qu'on a autour de nous, ben ça met un monde de demain vers lequel on ne veut pas aller, qui nous bloque dans notre imagination, on est saisi par la peur et on ne peut pas l'inventer. Et il faut des gens qui ont le courage de développer des utopies, qui ont le courage de raconter des futurs souhaitables. Bon, Mathieu n'est pas là encore, mais c'est tout le projet de l'Institut des futurs souhaitables. Et mes romans Siècle bleu, ça s'inscrit dans la même veine, mais des futurs souhaitables et réalistes. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte toute la complexité de l'humain, du monde, de la société, la réalité des faits physiques, etc. Et ce que tu fais toi aussi avec Bright Mirror, en fait on est un certain nombre, et pas que dans cette salle, il y en a plein de gens comme ça qui travaillent justement à ces nouveaux récits, et c'est un domaine de réinvention qui est un peu nouveau, mais qui est absolument fondamental, je pense, pour enrichir le réel, parce que la fiction, en fait, elle enrichit le réel, et elle provoque des synchronicités qui parfois font que le réel, enfin la fiction s'inspire de la fiction, mais le réel s'inspire aussi de la fiction pour être transformé, donc c'est quelque chose qui est vraiment fondamental, à mon sens. Merci. Quand tu l'as. Moi j'aime beaucoup ce que tu racontes, Jean-Pierre. Quand j'étais tout petit, en fait les premiers souvenirs dont je dispose, c'est le fait d'avoir envie de lire. Et pourquoi j'avais envie de lire, c'est parce que c'était la capacité de projeter dans les mots d'autrui. Et donc de voir le monde peut-être à travers le regard de quelqu'un d'autre. Peut-être sans en être très conscient à l'époque, mais c'était me dire, voilà, je suis né à un endroit, et puis j'ai reçu une éducation, et puis je suis à un endroit donné, et donc voilà le monde tel que je le perçois. Et en fait, peut-être que d'autres perçoivent ce monde différemment. Et ce sur quoi je travaille en ce moment, tu évoquais Jean-Pierre, Bright Mirror, c'était effectivement autour de cette question des mots, et l'idée qui était venue, c'était de se dire deux choses. La première, c'était quand on crée un narratif, c'est assez naturel, c'est fréquent, c'est humain, que de le créer de manière un peu dystopique. Se dire, pourquoi? Parce qu'en fait, on a envie de raconter une histoire, et forcément, si tout va mal, et que le héros se pète la gueule, et que c'est un énorme orage, etc., ça marche mieux, puis que Skynet gagne, et puis qu'on est renversé par des IA, plus facile à écrire. Et donc l'idée, c'était peut-être de prendre le contre-pied. Puis l'autre point, c'était, dans la création de ce narratif, c'était pas forcément de dire l'écrire soi-même, c'était de dire, la plupart du temps, dans la vie, on est un peu spectateur d'une réalité, et les mots, ceux que tu utilises sans doute bien mieux que moi, c'est une manière de se réapproprier cette réalité. C'est comment est-ce qu'on change sa posture de spectateur en auteur. Et donc l'envie sous-jacente, c'était de dire à tout le monde, et si éventuellement vous vous inscriviez dans une dynamique collective, celle qui consisterait à écrire ensemble un avenir commun. Et là, ça fait le pont entre ce que tu disais, Jean-Pierre, entre les mots et le récit. Mais ce qui me paraissait vraiment important d'apporter, c'était le fait de faire en sorte que ce récit soit bâti de manière collective. Parce que si on commence à se projeter dans un avenir ensemble, ça devient beaucoup plus facile de le bâtir. Et je terminerai juste sur ta question en disant, je repense à... Je vais vous poser une question en fait, parce qu'on va faire un peu interactif. Qui d'entre vous dans la salle a lu le dernier rapport du GIEC? Voilà. Les 912 pages du GIEC Police 3, je crois. Qui d'entre vous dans la salle a vu le film Avatar? Ah, c'est gentil de m'aider à prouver le point que je voulais faire. La différence entre les deux, c'est que, et du point de vue français, c'est pas évident à accepter parce qu'on est un peu un télo et on se dit quand même, Avatar,
c'est très manichéen, il y a le bien, le mal, la nature, mais dans la vraie vie, James Cameron, à mon avis, avait une sensibilité écologique assez prononcée, et c'est juste dit à un moment, je vais créer un monde dans lequel je mets en avant justement ce en quoi je crois. Et il se trouve qu'il s'appelle James Cameron, donc c'est beaucoup plus facile à faire pour lui que pour d'autres. Mais n'empêche qu'en faisant ça, je pense qu'il a presque plus œuvré pour la cause qu'il défendait. Je ne veux pas parler du fond, de ce qu'on en croit ou pas, c'est pas le sujet, c'est plus la méthode qu'il a utilisée. Parce qu'en utilisant cette méthode-là, il a créé un univers dans lequel vous êtes, donc 70% de cette audience à l'avoir vu, vous êtes capable de vous y projeter, vous êtes capable de vivre une expérience, et partant, éventuellement, de vous dire, ah tiens, en fait, je me pose la question, donc je m'engage. Et ensuite, peut-être, pourquoi pas, de lire le rapport du GIEC. Mais dans ce sens-là, ça va mieux que dans le sens contraire. Voilà. Créer un imaginaire, utiliser les mots pour le faire, et le faire ensemble, me semble plutôt une bonne idée. Donc ce que j'essaye de rajouter avec, on va dire, un côté très très légèrement plus ténu que James Cameron, c'est le fait qu'on le construise ensemble, ce monde-là. Voilà. Donc tu veux passer d'acteur du changement à rédacteur du changement. Je vais faire le lien entre ce qui vient d'être dit, je trouve ça très inspirant. D'une part, je voudrais relever la crise des mots. Je la sens très fortement aujourd'hui, parce que dans le domaine de l'individu, mais également du collectif, dans ce que nous vivons, soit on en a trop des mots, soit on a trop de mots valises en fait. Et on a dans le domaine de la psy, du développement personnel notamment, et malheureusement beaucoup de mots qui ne veulent plus rien dire. On ne sait plus comment utiliser la bienveillance, la joie. Alors tu parlais d'harmonie, il est un peu moins usité celui-là, alors je l'aime bien. Mais voilà, il y a trop ces mots-là qui veulent maintenant tout et rien dire, et du coup, moi ce que j'observe, c'est que en tant qu'individu, et je peux m'associer à ça, on peine à trouver le mot juste ou le mot nouveau. Alors peut-être faire appel à la poésie, ou peut-être la phrase plutôt que le mot, et c'est peut-être vers ça qu'on doit aller, vers la phrase, et donc après je vais remonter avec le récit. Mais en tout cas, là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à co-créer ou à imaginer autour de ces mots-là, parce qu'on arrive à la fin d'un cycle, on a peut-être trop usé de certains mots qui aujourd'hui ont perdu leur sens, et donc ça fait appel forcément à notre créativité. Quant au récit, et quant à ce que vous avez dit, et là que je partage totalement en tant que psychanalyste, que bien sûr que les mots nous mènent dans la réalité, et qu'on sait bien qu'un patient, un individu, vous, moi, nous tous, dès lors qu'on met ce qui nous arrive en récit, en mots, alors de tout d'un coup ça existe, tout d'un coup ça a une valeur, et tout d'un coup c'est quelque chose qui nous pénètre et qui fait lien avec l'autre, parce que ça fait écho avec l'autre. Et donc dans cet écho-là, on va retrouver bientôt, bien sûr, les mots de la littérature. Qu'est-ce qui se passe quand on lit un roman? Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous lisez beaucoup de livres de développement personnel de psy, mais je préférerais vous demander de lire des romans. Voilà. Parce que pourquoi? Parce que le roman, c'est la fiction. Et dans la fiction, tout d'un coup, on va projeter quelque chose de nous qui est au-delà de soi, et qui va permettre d'aller se trouver dans des zones où on ne se serait jamais vu. Alors que si vous lisez un bouquin de psy, à part si vous êtes un professionnel, vous allez plutôt faire comme quand vous êtes sur Doctissimo ou sur des sites pour aller chercher j'espère pas la pathologie ou la névrose que vous avez, pour essayer d'expliquer, voire pire, de décoder le comportement de votre voisin, de votre amoureux, votre parent, etc. Et là c'est dramatique. Pourquoi c'est dramatique? Parce que ça nous séquence, ça nous coince dans des représentations qui sont bien trop petites eu égard à ce que c'est qu'un être humain. Et que ce qui est magnifique dans le fait d'être un être humain, c'est qu'on est bien plus grand et bien plus large que qui nous sommes. Ce que nous sommes vraiment est beaucoup plus grand que même quelquefois de ce qu'on peut imaginer. Et d'ailleurs sur l'histoire et sur les mots, on a tous ici une histoire, mais on n'est pas notre histoire. Et ça, c'est vraiment important à retenir. Parce que quand on pense qu'on est notre histoire, alors l'avenir s'arrête. Et là, on va avoir du mal à co-créer le futur. Et alors, merci. Comment est-ce que toi, en fait, dans ton travail quotidien aussi, tu vois l'apaisement par les mots? Parce que tu parlais tout à l'heure en fait, des mots qui sont surutilisés. C'est plus un problème de non-alignement ou non-incarnation en fait, des mots employés. Comment est-ce que tu vois, toi, en fait, dans les relations humaines, pour co-construire aussi le monde de demain, en fait, l'apaisement sociétal, individuel, par les mots? Alors, merci pour cette question qui, effectivement, est essentielle, parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un ne va pas bien,
dans la société d'aujourd'hui, comme on veut, et c'est joli en soi hein, de vouloir positiver, on va dire non mais c'est pas grave, tout ça va passer, ça va aller mieux. T'as un psy, t'en as parlé à ton psy, et la personne à qui ça arrive, qui est dans l'épreuve, et c'est excessivement douloureux, se sont abandonnés. Parce qu'on lui renvoie quoi? Qu'il ne sait pas faire, qu'il n'y arrive pas, que oui, peut-être il faut qu'il aille voir un psy. C'est très violent en fait, sous couvert de bonnes intentions évidemment. Alors, les mots, c'est d'abord le silence, et c'est ça qui est intéressant, c'est l'écoute. C'est d'abord l'accueil, c'est d'abord d'écouter, puis de sentir qu'est-ce qui résonne en soi, qu'on soit professionnel ou pas, qu'on soit ami, compagnon, compagne. Et donc c'est d'ouvrir cet espace en soi, où là pour le coup on est tous reliés. Là on aurait les mêmes mots. Et d'ailleurs c'est à ce moment-là que les bons mots, pour autant qu'il y ait des bons mots, en tout cas les mots justes, je préfère le mot juste, va apparaître à ce moment-là. Parce qu'on est directement branché à l'intérieur de soi, et là on va trouver les mots qui vont accompagner l'épreuve. Et qui vont être des mots justes parce qu'on va pouvoir envisager que cette personne souffre et qu'on peut imaginer, même si soi-même, et c'est bien ça l'empathie, hein, c'est de pouvoir ressentir soi-même ce que l'autre ressent alors même qu'on ne l'a pas vécu et que c'est une situation qu'on ne connaît absolument pas, mais on peut envisager cette souffrance-là. Et donc on ne va pas lui renvoyer que ah oui il souffre et c'est bien dommage, on va envisager que oui c'est une souffrance terrible et qu'on peut effectivement la comprendre, c'est-à-dire la prendre avec soi. Et ça va faire toute la différence. Alors après, il n'y a pas de bons mots, et c'est là où ça devient intéressant, il n'y a pas de recette, il y a l'imagination, il y a la co-création, il y a le mot qu'on trouve au moment, parce que c'est celui qui nous vient, parce qu'on a fait confiance à notre part d'humanité, et celui-là nous arrive immédiatement. Mais c'est vrai que quelquefois ça me met un peu en colère, les mots trop faciles, les expressions trop faciles, qu'on est allé glaner ici ou là, dans des histoires un peu de développement personnel, et où finalement on renvoie la personne à sa propre souffrance. Et d'ailleurs, je dois dire que, vous savez, il y a un temps, et je pense que ça nous arrive tous, on connaît tous des épreuves dans la vie, il y a le temps de l'épreuve. Dans le temps de l'épreuve, on a déjà soi-même du mal à mettre en mots, et puis on a du mal, bien sûr, à entendre les mots des autres, parce qu'on est dans ce temps-là, dans ce temps où on éprouve. Et puis, c'est quand on va la traverser, l'épreuve, que tout d'un coup, on va aborder une autre rive qui va être celle un peu du discernement, du recul. On va pouvoir la regarder, notre épreuve. Et là, on va entendre les mots. Donc, cet émetteur-récepteur n'est pas le même en fonction des temps de vie où on se trouve. Et on le sait tous, chacun d'entre nous, peut avoir des moments peut-être d'extrême souffrance où c'est très difficile d'entendre les mots. Et là, là le recours, ça va faire plaisir à Vincent, mais à mon avis, son meilleur essentiel, c'est la poésie. C'est-à-dire, c'est la poésie, c'est l'art, c'est les grands auteurs. C'est que à ce moment-là, je pense à un auteur comme Charles Juliette, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui écrit tout au long de son journal. Bon, vous lisez Traversée de la nuit par petits morceaux, ça vous emporte, quoi. Et voilà une langue magnifique, sobre et simple. Je pense que le mot juste, c'est le mot le plus simple. Merci. Alors il y a effectivement deux choses qui sont intimement liées. Il y a l'art qui est vécu comme thérapeutique et puis l'art utopique aussi, les deux étant vraiment complémentaires. La poésie, moi ce que j'aime beaucoup dans la poésie, c'est les deux vertus qu'elle présente. La première étant d'être un champ lexical, c'est-à-dire trouver le mot juste pour notre communication au présent, et puis le champ des possibles, pour aller contempler l'idéal et se projeter dans l'avenir. Et c'est justement ça le fait de recoloniser l'imaginaire aussi. On a Mathieu Baudin de l'Institut des Futurs Souhaitables qui vient d'arriver. Je vais lui laisser quelques temps pour arriver. Je voudrais poser une question à Malek. Toi, dans le conte, il y a une véritable magie du conte qui a traversé toutes les époques, et aussi comme la poésie, ce sont des arts ancestraux avec des griots, avec de la transmission orale, où on raconte des histoires, des sagesses. Comment est-ce que tu le vis, tu le véhicules, et quelle est pour toi en fait l'essence même du conte pour potentiellement créer un nouveau narratif pour demain, mais aussi en fait passer du jeu au nous, c'est-à-dire un jeu épanoui au nous engagé également. Ça en fait des choses. Mais juste avant de répondre à ta question, je vais juste faire écho aux propos de Sophie, parce qu'il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup d'images qui me sont venues à travers les mots qui ont été employés, à la fois bien sûr par Sophie et nos acolytes ici présents. Elle a souvent évoqué les bons mots. Ça m'a fait penser aux propos de l'académicien Jean-François Degnaud, si vous avez des souvenirs, qui était poète également avant d'être également politique, fan de Rimbaud, et il aimait dire il n'y a pas de bonne pensée,
s'il n'y a pas de bons mots. Et il n'y a pas de bons mots s'il n'y a pas de bons actes. Et je crois que la force des mots est corrélée à notre capacité à les incarner. Parce que les volontés faibles se traduisent par des discours, mais les volontés fortes se traduisent par des actes. Les mots ont une force à partir du moment où ils sont incarnés. Et ça me fait penser, à côté de Jean-François Denot, à ce qui a été évoqué par notre ami du siècle bleu. J'aimerais vous replonger au 5e siècle avant Jésus-Christ avec Confucius. Alors quand je vous dis Confucius, qu'on dit, vous pensez certainement au philosophe, mais Confucius a aussi été un poète. Et aussi, il a été, à l'époque, on ne parlait pas de coach, comme on a parlé de développement personnel, mais il a essayé d'accompagner quelques grands dirigeants et il s'est planté royalement, un peu comme Platon avec le tyran de Syracuse. Et Confucius en a tiré des écrits et des enseignements. Et il faut les relire, ces écrits du 5e siècle, qui ont une force intemporelle et qui sont toujours permanents parce qu'il a cette capacité à utiliser les bons mots. Et Confucius nous dit dans ses écrits, ses entretiens, 5e siècle, il démarre par ceci. Si demain, je devais arriver au pouvoir, la première chose que je ferais, ce serait de rétablir le sens des mots. On est au 5e siècle. Je rétablirais le sens des mots. Parce que Confucius a remarqué, face aux dirigeants qu'il a essayé d'accompagner, mais qui ne l'ont pas écouté par sa capacité à transmettre, il a dû lutter, nous dit-il, contre 3 grandes hypertrophies. L'hypertrophie du moi, l'ego, les orgueils, l'hypertrophie du paraître, l'ostentation, l'agitation permanente, et l'hypertrophie de l'action, l'agitation. Et face à ces 3 hypertrophies, Confucius nous enseigne ceci. Et là, on voit la force des mots pour pouvoir nous transmettre et nous transformer de manière intérieure ou extérieure. Il nous dit qu'il y a 5 grandes vertus à entretenir pour pouvoir être dans l'action juste et pour être dans la résonance la plus belle qui soit. La gravité du maintien, c'est la dignité. La grandeur d'âme, la sincérité, la diligence et la compassion, humilité. La gravité du maintien, la dignité inspire le respect. La grandeur d'âme gagne les cœurs. La diligence suscite la confiance. La sincérité permet le bon déroulement des choses et la compassion, humilité permet de fédérer toutes les énergies. Et donc, pour faire écho à ta question, cher Vincent, vous imaginez bien que Confucius, au-delà du sage qu'il a été, ça a été un conteur. Parce qu'il sait transmettre à travers du récit. Et nous, les conteurs, on s'inscrit dans une école atemporelle, intemporelle, transtemporelle. Il y a autant d'histoires depuis l'aube de l'humanité que d'étoiles dans le ciel. Et tout a été dit depuis la nuit des temps. Vous pouvez prendre n'importe quelle thématique, sur n'importe quel sujet, il y a forcément toujours une histoire. Et le fait de compter, vous tous, vous avez été conteurs. En tant que parents, pour ceux qui sont parents ici, j'imagine vous racontez des histoires à vos enfants. Si ce n'est pas le cas, pensez en tant qu'enfant comment vos parents vous ont raconté des histoires pour vous bercer, pour vous accompagner et pour vous permettre de grandir. Et quand je dis grandir, écrivez-le en 2 mots. Grandir sur le plan de la verticalité, le grandir. Mais le grandir, ça s'écrit en 2 mots. Grand espace dire. Le grand dire, cette capacité à libérer la parole. Et le conte est donc une parole, tout comme la poésie, c'est une parole de la tendresse, c'est une parole de la reliance, c'est une parole de la confiance qui permet de transformer l'aléatoire en juste pause, le petit en grand, le simple en noble, la mesure étroite en largesse magnanime. Et donc on a besoin de cette capacité à transmettre, cette capacité à magnifier le réel pour pouvoir permettre à tout à chacun de croire toujours au possible et au meilleur. Merci mon cher Malek. Alors, Jean Cocteau disait le poète se souvient de l'avenir. Moi, la question que j'aurais envie de poser pour le coup à vous tous, et en l'occurrence à Mathieu, pour l'introduire dans cette table ronde, c'est quelle est ta vision poétique de l'avenir, ou la poétique de l'avenir, vers un monde réenchanté. Comment est-ce que tu vois, tu es un spécialiste de la prospective, Mathieu en fait est directeur de l'Institut Les Futurs Souhaitables, qui est un cabinet de curiosité. Comment est-ce que tu vois cette vision poétique de l'avenir, toi ? Dans un monde réenchanté, et on parlera aussi de Gaïa après, mais je veux juste t'entendre là-dessus déjà sur ta vision poétique de l'avenir. L'avenir, c'est profondément ce qu'on va en faire. Ceux qui me disent l'inverse, c'est qu'ils veulent nous manipuler généralement. Et l'avenir est le produit de plein de futurs possibles. Et dans ces futurs possibles, il y a des futurs catastrophiques, noirs, dont les médias sont assez friands, comme la science-fiction d'ailleurs, puisque c'est la réalité augmentée de ce qu'on a de pire finalement.
Et il y a un appétit pour ça parce que le dégoût est plus facile à gérer que l'espoir. Or, le futur, il y a plein d'autres futurs qui sont aussi plausibles que le futur noir. Il y a des futurs de rupture, il y a des futurs tendanciels, on prend l'existence et on le prolonge, et puis il y a des futurs souhaitables. À la différence des trois premiers, le futur noir, le futur rupturiel ou le futur de tendance, le futur souhaitable, ce n'est pas l'exponentiel de ce qui existe déjà. Il faut aller dans son horizon de temps qu'on souhaite, il faut prendre le temps d'y aller, et il faut prendre en conscience la responsabilité de dire ce qu'on veut y voir. C'est beaucoup plus responsabilisant, c'est beaucoup plus intime. Et à partir de là, on fait un backcasting, un retour en arrière, et on voit tous les leviers qu'on devrait activer pour arriver à cette vision souhaitable qu'on appelle de nos voeux. Donc déjà ça, c'est éminemment poétique. C'est éminemment responsabilisant aussi dans son parcours de vie. Puis la poésie, elle sert à autre chose aussi. Donc à l'Institut des Futurs Souhaitables, on fait des voyages dans le futur, on se prend le temps de la complexité, et à chaque fois, on prend un artiste, Vincent était un des artistes en résidence de ces voyages, et on a testé plein d'arts différents. Certains n'ont jamais marché, mais ce qui marche le plus, c'est la poésie. Et pourquoi? Parce que le poète, il n'a pas de barrière a priori, même pas a posteriori. La terre est bleue comme une orange, on a déjà la sensation de quelque chose qui n'existe pas. Et donc, on crée une expérience de la chose. Et donc, pour aller vers ce souhaitable, créer l'expérience de la chose, c'est justement le fluide qui nous passe de la réflexion à l'action. Donc, on convoque la poésie dans la prospective, et particulièrement la prospective à la française, pour essayer de réenchanter l'avenir, de dire l'avenir est le fruit de possible, et c'est surtout une apologie immense à la volonté humaine. Merci à toi. Pour continuer sur ce réenchantement de l'avenir, toi tu as écrit un manifeste de Gaïa. Et je voudrais qu'on invite un petit peu parmi nous ce soir en fait ce gala de Gaïa et de l'humanité pour demain. Qu'est-ce que ça évoque pour vous Gaïa? Et un monde réenchanté demain, mais en prenant ça comme socle commun, comme essence du monde. Je pose la question, alors déjà à toi et en fait après à tous les intervenants. En fait, Gaïa, c'est le nom de la déesse grecque de la terre, et c'est le nom qu'on donne aussi à la terre sur laquelle on est tous reliés. Et en fait, c'est ce qui nous réunit tous, quoi. Et cette planète, c'est elle qui nous fait vivre, qui subvient à nos besoins, mais on n'en est pas conscient en fait. Et pour moi, l'expérience la plus importante qu'on devrait essayer de réaliser dans ce siècle, c'est l'expérience de l'interconnexion, de l'interdépendance. Parce que l'interdépendance, c'est la conscience qu'on dépend des uns des autres, et c'est ça.